tu sais, le mec qui te donne ta chance, la chance de ta vie, quoi, tu vois. Et en fait, ouais, ça m'a fait énormément grandir. Et puis le fait d'être en contact avec un mec, il était agent immobilier à Los Angeles, il venait à Paris pour avoir un peu de changement dans sa vie, peut-être lancer des business ici, etc. Donc le mec était riche, quoi. Et être en contact... T'étais son assistant. J'étais son assistant. Je m'occupais pro et perso. Pro, perso. J'avais des amis hyper préstigieux, genre des gens très connus. Vraiment très connus. On sent que t'as envie de le dire, mais j'ai envie de le dire, mais je sais pas. Ça va m'attirer des ennuis. Mon invité du jour est né le 7 septembre 1991. C'est une personnalité influente dans le domaine du lifestyle, du voyage, de la beauté, du bien-être. Il a une audience de plus de 100 000 abonnés sur son compte Instagram, quasiment 35 000 abonnés sur TikTok également. Tu as commencé ta carrière en tant que community manager, tu vas nous en parler, mais ça n'a pas duré très longtemps parce qu'en 2016, tu te consacres entièrement à ton activité d'influenceur, blogueur et créateur de contenu. En 2018, tu deviens le CEO de Aupark, une entreprise de bougies parfumées dont tu vas nous parler tout à l'heure. Donc tes produits sont quand même distribués dans 26 boutiques à Paris, dans 25 autres régions en France et dans plusieurs pays européens. Je vois que tu acquiesces, donc ça veut dire que voilà, j'ai pas fait d'erreur là-dessus. Salut Julien, ça va ? Salut Chris, et toi ? Bah écoute, super bien. Alors, tu es très connu sous le pseudo Léo Pasque. Exactement. Ce qui fait qu'on a tendance à t'appeler Léo. Exactement. Ce qui a tendance à t'agacer comme aussi. Comme tu l'as fait tout à l'heure quand je suis arrivé. Comme je l'ai fait tout à l'heure. Ce qui a tendance à t'agacer. Les gens qui me connaissent... Alors, écoutez, pour la petite histoire, ma maman, elle voulait pas que je mette mon vrai nom sur Facebook au tout début de l'Internet. Ok. Parce que c'était dangereux, voilà. Donc, j'avais choisi le pseudonyme Léo et Pasquier, le diminutif d'un nom de famille dans ma famille. Ok. Donc Julien Pasquier est devenu Léo Pasque. Léo Pasque, exactement. Et j'avais plusieurs amis qui m'appelaient tout le temps Léo Pasque. Et puis du coup, quand Instagram est arrivé, j'ai choisi Léo Pasque. Ça t'agace vraiment ? Non, ça m'agace pas vraiment. Mais je trouve ça mignon, en fait. Parce que ça veut dire que du coup, les gens qui m'appellent Léo, j'arrive à distinguer du coup les gens qui me connaissent réellement et les gens qui me connaissent pas réellement. Ah ouais. Et t'as jamais eu envie de réintégrer un peu plus dans ton pseudo, ton vrai prénom ? Je pense que c'est trop tard maintenant, parce que c'est vraiment entre guillemets, c'est comme une marque. Quand tu lances une marque, si tu changes le nom, c'est foutu. Parce que ce qui est perturbant, c'est quand il y a certains créateurs de contenu qui utilisent un pseudo vraiment qui n'a rien à voir avec ce que peut-être un prénom classique. Bon, Léo, c'est largement crédible, tu vois. Oui, je suis d'accord avec toi. Bon, ok. Comment t'es devenu influenceur lifestyle ? C'est un peu ça la première partie de notre épisode. T'as commencé déjà en tant que community manager, donc j'imagine que tu avais déjà un pied dans les réseaux sociaux. Ça, il y a eu tout. Ok, allez, vas-y, explique-nous. Alors, moi à l'école, j'étais pas bon du tout. Ok. Pas du tout studieux. J'ai tout fait pour arrêter les études. J'ai chopé un job dans une maison de luxe. Je sais pas si je peux dire. Mais quand même. Ouais, mais j'étais à l'entrée. Ok. C'était à l'accueil. Voilà, à l'accueil, où tu ouvres la porte, tu réceptionnes les coursiers, tout ça. Donc pour moi, c'était hyper... Tu peux la citer, hein, c'est la Givenchy. Ok. Et je répondais au téléphone, je transmettais les appels. Donc voilà, pour moi, c'était assez prestigieux et j'étais très content de ce que je faisais. Sauf que ça n'a pas duré. Après, j'ai voulu reprendre mes études. J'ai fait un BTS communication. T'as eu ton bac alors ? J'ai eu un BEP vente action marchande. D'accord, mais si t'as enchaîné avec un BTS... j'ai eu mon bac commerce aussi. Ok. Mais ça a été très dur, j'ai redoublé plusieurs fois et voilà, je pense que le système en fait n'était pas du tout fait pour moi. Et en fait, au fil du temps, la vie m'a souri et j'ai réalisé que en fait, j'allais apprendre par moi-même les choses. Et j'ai appris par moi-même, j'ai fait plusieurs rencontres qui ont changé ma vie. Donc j'ai été community manager pour une boîte qui faisait des check-in, check-out dans le cadre d'une location Airbnb. Et donc ça, j'ai fait ça pendant, je sais plus, un an et demi. Et ensuite, j'ai fait une rencontre. J'ai rencontré un Américain, un peu timbré. Il ne nous entendra pas de toute façon. Mais un mec qui, tu sais, le mec qui te donne ta chance, la chance de ta vie, quoi, tu vois. J'avais rien, je parlais pas anglais, pas un mot d'anglais. J'ai appris l'anglais tout seul en quelques semaines parce que j'avais envie.
il faisait aucun effort en plus, aucun effort, tu sais, genre il prononçait les mots et tout, et moi quand je prononçais les mots, tu sais, c'était presque ça, mais il cherchait pas. Tu sais, je disais chair et a chair, ok, tu vois, genre vraiment aucun effort, quoi. Et en fait, ouais, ça m'a fait énormément grandir. Et puis le fait d'être en contact avec un mec, il était agent immobilier à Los Angeles, il venait à Paris pour avoir un peu de changement dans sa vie, peut-être lancer des business ici, etc. Donc le mec était riche, quoi. Donc il n'avait pas grand-chose à faire de ses journées, mais je gérais quand même sa vie. Et être en contact... T'étais son assistant. J'étais son assistant. Je m'occupais pro et perso. Pro, perso. Je m'occupais de lui, de ses chiens, de sa vie, de ses amis. Quand il venait en visite à Paris, il avait des amis hyper prestigieux, genre des gens très, 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 très connus. Genre vraiment très, 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 très connus. On sent que t'as envie de le dire, mais j'ai tu envie peux de pas le dire, mais je sais pas. Je sais pas, ça va m'attirer des ennuis. Et, mais voilà, des gens très connus et c'était assez ouf, et j'ai bossé avec lui pendant 3 ans. Ça m'a énormément fait grandir. Il m'a donné un truc en moi qui est l'ambition, ce que je n'avais pas en fait à l'époque. L'ambition et l'envie de m'en sortir en fait, tout simplement. Et puis surtout, il m'a donné ma chance. J'ai goûté à des trucs que j'aurais jamais goûté de ma vie si je l'avais pas rencontré. Voilà, pour moi, j'étais jamais... Enfin, tu vois, je rentrais avec lui à Los Angeles parce qu'il avait besoin de ramener ses chiens à Los Angeles. Il me disait « Ah, tu veux rester 3 semaines ? Bah vas-y, reste. » Tu vois, ouf. On allait à Las Vegas, enfin, c'était incroyable. Et puis cette rencontre, j'imagine, a généré d'autres rencontres qui font que ça t'enrichit de beaucoup de manières. Exactement. Donc voilà, et puis après lui il a décidé de repartir à Los Angeles, et moi à ce moment-là je me suis retrouvé plus ou moins sans travail, et j'avais mis un peu d'argent de côté heureusement, et à ce moment-là il y avait ce truc qui s'appelle Instagram qui commençait à monter, et à l'époque en 2015, tu vois, c'était juste un chiffre sur ton compte, tu savais pas, t'avais pas l'idée, tu t'imaginais pas que tu pouvais monétiser ça, en fait ça flattait ton ego. Mais tu faisais quoi alors en 2015 au début quand tu découvres Instagram ? Ça ressemblait à quoi dans ton compte ? Déjà il n'y avait aucune esthétique dans le feed. C'était vraiment tu postes n'importe quoi, n'importe comment, et puis en même temps est-ce que c'est pas ça la vraie vie, quoi, tu vois ? Parce que quand tu regardes mon feed de 2015, il ressemble à rien. Mais tu les as gardés ? Ouais, je les ai gardés. Non, parce que certains font le tri quand même. Il y a des gens, ils n'assument pas du tout. Il y a des gens qui remontent jusqu'au bout parfois et qui like mes photos. Je les vois liker. Je fais putain, creepy, quoi. Et mais non, je les ai gardés les photos et ouais, ça ressemblait pas à grand chose, mais je postais juste ma vie. Tu utilisais aussi les vieux filtres qu'il y avait à l'époque, là, tu sais, sépia. Le sépia, mon favori. Mon favori, le sépia, j'adorais. Et tu sais, j'ai l'impression d'être de pardon, tu vois, à l'époque. Ouais. Je mettais aussi les cadres blancs et tout, mais horrible, tu vois. Et au final, petit à petit, il y a eu l'appel des marques. Je me suis fait contacter par une marque, une deuxième, une troisième. Alors que tu avais combien d'abonnés à l'époque ? Je sais pas. Au moment où tu commençais à te faire contacter ? Ça a commencé vers 15-20 000, je pense. Petit à petit, et en fait le chiffre grossissait, et après on m'a invité en voyage, j'étais trop saucé, tu vois, genre on m'a invité au ski, mon premier grand voyage c'était genre au ski avec d'autres influenceurs, c'était incroyable, et du coup à ce moment-là j'ai commencé à découvrir le monde de l'influence et tout le background en fait, tout ce qui se cachait derrière, les gens qui étaient payés pour les posts, etc. En fait il y avait déjà tout un écosystème qui était mis en place dont je n'avais pas connaissance, donc je trouvais ça vraiment incroyable. Et en fait, du coup, tu t'apprends vite à ce moment-là parce que tu te dis, tu fais les calculs et tout. Ah oui, ok, bon, je peux gagner temps. Tu pars en vacances. Bon, oui, il y a une pression, il y a des photos à faire, etc. ou des vidéos. Mais ça reste quand même un métier fun, quoi, tu vois. On se parle régulièrement, même si c'est pas très souvent, mais on se connaît depuis quand même quelques années parce que je sais pas si tu te souviens, la première fois qu'on s'est vu, c'était un voyage de presse à Berlin. Avec une marque de téléphone. Au nord, je crois. Exactement. Et c'était la folie d'ailleurs, ce voyage. Incroyable, je crois qu'on avait fait l'aller-retour dans la journée ou... Non, on avait fait une nuit sur place. Une nuit sur place, peut-être. Ils avaient invité des influenceurs du monde entier. 150 personnes, il y avait. Mais même la délégation française, entre les journalistes et tous les influenceurs, c'était la folie. Ils avaient porté ça à un niveau industriel, quoi. Et c'est là qu'on s'était rencontrés. Et donc, toi, tu étais solliciteur, que tu n'es pas forcément un influenceur tech.
Mais en fait, c'était au justement, titre de ton... ma force à moi, Ouais. c'est que je ne suis pas spécialisé dans quelque chose. Donc, je peux aussi bien te promouvoir la moutarde Dijon que, que le nouveau téléphone, qu'une chaise, n'importe quoi en fait. Donc, c'est trop cool, téléshopping en fait. Et là, à cette époque-là, je crois que ça devait être il y a peut-être 5 ou 6 ans, c'était déjà la folie, tu étais déjà très sollicité pour ce... Ça marchait déjà ouais. bien, ouais. Ça marchait déjà bien. Et ouais, c'est vrai que ça marchait très très bien. Je me souviens plus en fait. Mais il y a eu vraiment un moment où je pense qu'après, ça a encore plus décollé. Parce qu'à ce moment-là, c'était surtout des giftings. Et gifting, c'est-à-dire gifting, c'est pas payé, mais produit offert. Voilà, produit offert. Tu as 2 jours au frais de la princesse à Berlin. Et voilà. C'est ça. C'est ça. Et en échange, tu fais 1 ou 2 posts. En échange d'une expérience. Je crois que les stories n'existaient pas encore à l'époque. Si. Ah bon? Au moment Ça où on s'est existait? rencontrés, ouais. Ah ouais. Ouais. Mais ouais, là, c'est arrivé très très vite les stories. Mais qu'est-ce que je veux dire? Ouais, donc tu dis qu'après ça a encore développé davantage. Ça s'est développé. Alors comment tu choisis? Tu vois, là, t'es sollicité par Honor, voilà, 2 jours à Berlin, voilà les conditions, ok. Il y avait pas Comment de tu choisis tes conditions. partenariats? Non, mais les conditions, c'est on t'offre, en gros, c'est on t'offre le produit en échange, voilà, t'en parles un peu. Est-ce qu'il y a une sorte de contrat, genre tu dois poster tant de stories, ou faire tant de posts, ou utiliser tel hashtag, etc. Ça va aussi loin? Ça dépend du projet. Maintenant, c'est très réglementé. Il y a quelques années, ça a commencé à devenir un peu réglementé. Et, il y avait de plus en plus de contrats. Voilà, on t'offre ça et tu dois poster un post par jour, par nuit, en montrant le produit, etc., etc. Enfin, tu vois, là, je pense à une marque avec laquelle j'étais parti, avec Elle vient de rock. On devait faire 2 posts par nuit, un post plus lifestyle en mode montrer l'ambiance, etc., avec Elle vient de rock, et l'autre en mettant en avant la marque. Voilà. Donc ça, c'était Guideline Day, et tu devais respecter respecter, les termes, quoi. ouais. Après, j'ai jamais fait le mec à ne pas respecter le contrat, donc je ne sais pas ce qui se passe quand tu respectes pas le contrat, mais j'imagine que les gens le font, quoi. Et là, Calvi, il y avait un peu d'argent, c'était juste Non. 3 jours à la fraîche. Non, je suis parti une seule fois rémunéré une blinde. J'ai halluciné pour une marque d'alcool à Paros, mais sinon le reste du temps, je n'ai jamais été payé pour partir. Ouais. T'as toujours été... alors, donc juste avant de poser la question que j'allais te poser, encore une fois, comment tu choisis? C'est quoi tes critères de sélection pour dire oui ou non à une opportunité? La disponibilité, est-ce que tu es disponible? Est-ce que tu n'as pas d'autres projets? Ça dépend. Après, généralement, un voyage, c'est toujours hyper fun et hyper bien organisé. Donc les marques qui organisent un voyage, elles ont de l'argent, elles ont du budget à mettre. C'est très bien que tu vas te faire plaisir, tu vas rencontrer des gens. Moi, je suis assez sympa, je veux dire, je reste pas dans mon coin, donc je vais me sociabiliser avec les autres influenceurs, je vais me faire des nouveaux potes. Donc pour moi, c'est une opportunité en fait de connaître de nouvelles personnes et puis de passer un bon moment, quoi. T'as déjà refusé des opportunités parce que t'étais pas aligné avec les valeurs du sponsor ou de la marque? Oui, ça m'est déjà arrivé. Sans forcément citer la marque, mais c'était quoi les valeurs avec lesquelles t'étais pas à l'aise? Un produit de grande consommation qui est pas aligné avec ce que je fais, quoi. Mais généralement, c'est soit le budget passe pas, soit le budget va pas du tout avec... on me propose un tarif qui a rien à voir avec ce que je pratique d'habitude, soit j'ai pas envie de le faire et voilà, quoi, tout simplement. T'es interrogé parfois t'es challengé plutôt parfois sur l'impact que peuvent avoir tes posts ou tes publications sur des visites sur un site ou sur même des actes d'achat, tu vois, s'il y a des codes promo? J'en entends pas trop parler en fait, et je pense que les marques communiquent pas trop ça parce qu'après c'est facile de monter ses tarifs ou généralement quand une marque revient c'est qu'elle a été contente. Oui. Donc voilà. Après moi je le vois avec ma propre marque à moi. Quand je poste mon code promo, je vois l'impact des visites sur mon site, le trafic, le live trafic, l'utilisation des codes. Dès que je dis qu'il y a une promo pour la fête des mères ou pour Noël, pour ce genre de choses, je vois l'impact avec ma marque. Mais généralement, non, on n'entend pas parler des retours avec les autres marques.
Alors, tu as vu en France, il y a une loi qui est passée là récemment qui oblige maintenant légalement les créateurs de contenu à plus de transparence dans leur partenariat. Qu'est-ce que ça t'évoque? C'est des choses que tu mettais déjà en pratique, toi, ou ça t'a aussi permis d'avoir peut-être une prise de conscience sur ta responsabilité en tant que créateur? Oui, après, c'est vrai que c'est un métier qui est arrivé. On n'a pas été formé, on n'a pas fait de formation pour. C'est arrivé comme ça nous est tombé dessus. Moi, ça m'est tombé dessus. Vraiment, j'ai rien fait pour devenir influenceur. Après, oui, j'ai appuyé pour pouvoir développer ma communauté, faire plus de contenu, etc. Mais il n'y a pas une école qui te dit voilà comment devenir un bon influenceur et voilà comment bien communiquer sur les produits. Donc, au final, oui, la loi maintenant dit que toute société est censée indiquer toute collaboration commerciale, etc. Ce que je comprends parfaitement. Après, moi, je me suis jamais caché de faire de la promo pour des produits, même si je le marquais pas. Je me suis jamais caché de dire voilà, j'ai reçu cette balance ou j'ai reçu ce produit ou j'ai reçu ça. Après, maintenant, oui, la loi oblige et c'est tant mieux parce que ça permet d'avoir une transparence vis-à-vis du spectateur qui est pas débile non plus. Enfin, il sait très bien qu'on fait de la promo pour un produit, qu'on l'a soit reçu gratuitement, soit on est payé pour en parler. Ouais, tu sais, je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui peuvent être crédules, qui s'imaginent pas qu'il y a forcément une transaction derrière. Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, il y a deux types d'influenceurs aussi, et je pense qu'on l'a beaucoup vu dans les médias récemment. Il y a les influenceurs qui n'ont jamais utilisé le produit qu'ils ont entre les mains. Je pense aux influenceurs de télé-réalité, ce genre de choses. Aux influ-voleurs. Aux influ-voleurs. Coucou Booba. Bah ouais, mais c'est triste parce que, tu vois, moi, je fais de la promo pour des produits que je teste et que j'utilise au quotidien. Donc... Et même si c'est un produit qui ne va pas dans mon ADN, enfin, j'ai pas d'exemple comme ça à donner de produits que j'ai jamais utilisés ou voilà quoi. Donc eux c'est scandaleux. C'est scandaleux parce qu'ils font de la promo pour des produits qu'ils n'ont jamais testés. De toute façon, tu le ressens tout de suite. Ouais. Tu sens ils lisent un script. Ça n'a absolument rien de naturel. Le pire que j'ai vu un jour, c'est carrément la meuf avait copié le mail et elle l'avait mis dans la description. Oui. Et tu voyais carrément genre entre guillemets, voilà ce qu'il faut que tu écrives, copie-colle 2 petits points, guillemets. Et elle avait collé ça. Et je m'étais dit mais what the fuck quoi. Bah, c'est parce que elles en faisaient 2 ou 3 par jour, pardon. Ouais, et donc c'est vraiment industrialisé. Ah ouais. Non mais tant mieux si cette loi, espérons-le, fait le ménage dans tout ça. Ouais, après je suis complètement d'accord qu'il faut réglementer ça. Après là il y a quelques personnes autour de moi, je trouve que c'est pas juste je vais pas trop m'éparpiller sur le sujet, mais j'ai déjà vu des gens qui se sont fait sanctionner parce qu'ils n'avaient pas communiqué et apparemment on les a rattrapés sur genre début 2022, etc. où on commençait à parler de la loi, mais il n'y avait pas de cadre encore, il n'y avait pas de... Donc je trouve que c'est un peu... En fait, tu as toujours eu un cadre sur la publicité dissimulée qui est inscrit dans la loi, mais qui ne concerne pas que les médias traditionnels, qui concerne tout le monde. S'il y a une transaction financière derrière la promotion d'un produit ou d'un service, il faut que ce soit indiqué quelque part. Maintenant, la loi telle qu'elle a été entérinée là en début d'année, elle va un peu plus loin, elle encadre encore plus précisément ce métier de créateur de contenu et d'influenceur. Mais c'est vrai, là je suis d'accord avec toi, c'est que il n'y avait pas beaucoup de pédagogie, notamment de la part des plateformes, sur la manière dont tu devais indiquer tes partenariats rémunérés. Tu avais cette petite option sur Instagram où tu peux préciser partenariat rémunéré. Sur Facebook, tu as le handshake pour dire relation commerciale avec telle marque. Mais quand tu viens comme ça de nulle part et que tu te retrouves influenceur, créateur de contenu, c'est pas inné, je suis d'accord avec toi. Bon là au moins, en plus cette loi a fait beaucoup de bruit. On peut reprocher à Booba aussi beaucoup de choses. Non mais tant mieux, mais en tant mieux. Le fait qu'il ait porté ce sujet, ça a aussi permis de le faire connaître au plus grand nombre.
peut-être de manière beaucoup plus puissante que ce que pouvait faire le gouvernement. Donc en ça, why not? Mais maintenant, on ne peut pas dire que les gens ne savent pas, quoi. Ouais, mais tu vois, il y a aussi un texte dans cette nouvelle loi qui dit qu'il faut déclarer tous les produits que tu reçois, désormais. Et par exemple, tu reçois un produit qui coûte 1 000 €, et ben, il faut le déclarer dans ton chiffre d'affaires. Donc du coup, quelque part, les petites marques, les toutes petites marques qui se lancent, qui souhaitent se faire connaître, qui souhaitent envoyer à des influenceurs, je pense à moi, hein. Moi j'ai une marque, on en parlera après, j'ai une marque de bougies. Imagine, je veux envoyer à des influenceurs des bougies, ils vont refuser parce qu'ils vont être obligés de le déclarer s'ils postent. Après, ça peut être en mode test, c'est-à-dire tu envoies le produit et tu le récupères à la fin du test. C'est ce qui se fait avec les médias traditionnels, dans la plupart des cas. Après, une bougie, tu nous en parleras après. C'est vrai que c'est compliqué de dire tiens, voilà, j'ai utilisé la bougie 1 heure et je te la rends. Bon, t'en fais quoi de ta bougie entamée? Je savais pas que si tu renvoyais le produit, c'était pas considéré comme. Ah si, c'est comme les journalistes automobiles quand ils doivent tester une bagnole, tu vois, ils la gardent pas à la fin. D'accord. Donc voilà. Quand j'étais patron de 01net et rédacteur en chef, on avait un gros laboratoire de tests de smartphones, de PC, etc. Et tous les produits repartaient via les agences de presse des marques. Mais du coup, quel est l'intérêt pour l'influenceur de faire de la pub gratuitement dans ce cas-là? Tu vois, parce que vous alimentez votre média, ça vous fait du trafic. Bien sûr. L'influenceur, il a aucun intérêt de faire de la pub pour une marque de bougie. C'est évident. S'il n'a pas de bénéfice pour lui, les journalistes ne se rémunèrent pas comme ça. Voilà. Ouais, bien sûr. Donc au final, je trouve que c'est un peu dommage pour les petites marques, parce que si je venais à lancer une marque aujourd'hui, mon business plan influence, il n'y a pas de budget quand tu es une petite marque. Envoyer des produits à une influenceuse, elle acceptera plus. Ouais, c'est vrai. Mais est-ce qu'au final, ça permet pas aux influenceurs et aux créateurs de contenu de se professionnaliser davantage encore et de générer des vrais revenus plutôt que uniquement des deals en échange, tu vois, parce que tu reçois un produit un Dyson à 1 000 €, c'est pas ça qui va te faire bouffer à la fin du mois, c'est pas ça qui va payer ton loyer. Donc à un moment donné, t'as une communauté, t'as une force de frappe, t'es écouté, t'as une force de prescription, ça a de la valeur. Et donc la marque, elle devrait pouvoir te rémunérer en euros et pas que en produits. Ouais, je suis d'accord. Bon ok, c'était Est-ce que tu as déjà eu des demandes vraiment loufoques? J'aime bien poser ça. De la part de marques? Ouais, des sollicitations vraiment space, quoi. À part tout ce qui est sexe, dildo, masturbateur, tout ça, non. Après, de mes abonnés, oui, tout le temps. Vas-y, raconte. T'en as pas une ou deux à nous partager? Là, la dernière, c'est quelqu'un qui pensait m'avoir reconnu sur une vidéo, et en fait, quelqu'un vend des vidéos d'un supposé moi. Ah ouais? Ok. Quelqu'un qui me ressemble. Mais des vidéos dans des positions... non, c'est ça? À caractère sexuel. Okay. Voilà. Donc la personne m'envoie, elle me dit, c'était juste pour te prévenir. Me prévenir quoi? Je lui dis, mais c'est pas moi sur la vidéo, tu vois bien, tu me vois tous les jours en story et tout, tu vois bien que c'est pas moi sur la vidéo. Oui, mais le mec dit que c'est toi. Donc j'imagine qu'il y a un business derrière, le mec doit vendre des vidéos en disant que c'est moi. Avec un genre de sosie de... Moi je trouvais pas que le mec me ressemblait, mais voilà. Et puis sinon, on m'a déjà proposé plusieurs fois des campagnes pour des sextoys. Et ça, tu fais pas? Parce que bon, c'est pas... Non, mais c'est difficile à mettre en scène. On en voit pas mal. C'est difficile à mettre en scène, j'en ai déjà reçu. À mettre en scène, oui, je suis d'accord. Surtout avec les règles de modération des plateformes, c'est un peu compliqué. J'en ai déjà reçu, j'ai montré en story, mais faire une vraie collab avec un sextoy, c'est un peu compliqué. J'avais déjà réfléchi, j'avais planché sur une marque qui voulait m'envoyer quelque chose, et c'est très compliqué de créer un contenu comme ça, quoi. Et comment elles font, du coup, ces marques-là? Je sais pas. Il y a quelques influenceurs qui font ça très très bien, qui travaillent avec... Et influenceuses aussi, beaucoup. Mais je pense que c'est un vrai domaine de boulot, et en fait, moi, j'ai pas voulu m'en occuper. Ok.
Qu'est-ce qu'on retrouve un peu? C'est quoi ta ligne éditoriale là, sur ton compte Insta? Qu'est-ce que tu veux montrer? C'est quoi le message que tu veux faire passer? Ça a beaucoup évolué et ça évolue encore. Au tout début, moi j'ai été connu surtout parce que j'étais un tout petit peu icône gay, parisien, bien foutu, qui fait du sport. Et voilà. Donc j'ai été connu pour ça et j'ai, je pense, eu des followers pour ça. Après, ça a évolué. Je pense qu'on s'est intéressé un peu à mon contenu, à la qualité des vidéos, enfin, sans prétention. Hein. Et ouais, je pense que ça a évolué. Et puis aujourd'hui, mon ADN, c'est plus good vibe, recettes, des bons plans. Je partage aussi mon quotidien tout le temps. Je partage mon quotidien, mes petites histoires. Et voilà, et je fais au mieux pour pouvoir alimenter mon audience quotidiennement. Tu gagnes encore des abonnés aujourd'hui ou tu sens que ça se tasse un peu En fait, il y en a autant qu'arrive qui partent. Okay. Ça dépend en fait. Si tu fais une bonne vidéo, tu vas prendre 2-3 000 followers d'un coup. Là, ça m'est arrivé il y a quelques semaines. C'était sur quoi? C'était sur quelle vidéo? À poil. Ah ouais? Ça marche vraiment bien. Ça marche très très bien. À poil, comment tu peux être à poil sur les plateformes? En slip. Ok. Slip. Ça marche très très bien. T'es quand même souvent un peu. Je vis dans un pays chaud. Julien vit à Barcelone. Voilà. C'est vrai qu'il fait beaucoup plus chaud qu'à Paris. Très très chaud. Ouais. Je peux pas trop me vêtir. Ok, donc ça, direct 2-3 000 abonnés. Ouais, ça marche. Et sans vouloir dans la caricature, mais c'est plutôt des mecs. Ah oui, c'est complètement des mecs. Voilà, on est à 80% des mecs. Ouais. Ok, et donc t'en as autant qui sont partis alors? Je pense que... Mais tu sais que c'est très bizarre parce que par exemple, genre il y a 1 an et demi, j'avais posté une vidéo avec mon ex où on s'embrassait pour la Pride. Et j'avais perdu 1500 abonnés. Ah ouais. Donc je pense que les gens qui me suivent s'imaginent pas que t'as une vie sentimentale à côté, quoi. Voilà, c'est ça. Ils s'imaginent pas que je suis... Ouais. Mais après, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est de l'ordre une vision un peu fantasmée de toi, tu vois, peut-être. Tu te montres célibataire et donc ils te suivent parce que voilà, et je sais pas, il peut y avoir cette infime possibilité que sur un malentendu, tu vois, je sais pas comment te dire. Ouais, je sais pas. Forcément, quand tu te montres avec ton je me suis jamais caché. En fait, c'est ça le truc, c'est que je me suis jamais caché quand j'étais avec lui. Je l'ai montré au bout de plusieurs mois. Ouais. Et je me suis jamais caché. Et puis, en fait, le truc, c'est que ce qui est difficile à saisir quand t'es extérieur à la création de contenu, c'est que moi maintenant Instagram ça fait partie de ma vie. Donc en fait j'ai ce besoin de partager en fait ma vie tout le temps et j'aime bien aussi poster mes moods, parler de comment je me sens, parler de ma rupture. Ouais, ça, je me souviens bien, ouais. Donc voilà, et je pense que ça aide aussi les gens parce que je me sens encore plus gratifié quand je reçois des messages de gens qui me disent merci d'avoir posté ça m'aide à mieux me sentir, j'ai mieux géré grâce à toi, ça fait plaisir de ne pas se sentir seul, etc., etc. Tu vois, je reçois quelquefois des petits messages où des gens qui sont dans des pays où l'homosexualité, où c'est très compliqué, et je reçois des messages d'eux me disant merci beaucoup de partager ça, ça me fait trop plaisir, et en fait, quelque part, tu fais rêver les gens ou tu les aides à... Donc moi, je me sens vraiment bien quand je reçois ce genre de message. Alors comment t'expliques ces 1500 abonnés qui ont pris la fuite suite à ces stories où tu as embrassé ton mec? Je sais pas, c'est très bizarre. Est-ce que c'est pas aussi tant que c'est raconté avec c'est prouvé, des mots, ça passe, mais on veut pas voir la démonstration je concrète, sais pas. Quoi. Mais écoute, c'est prouvé pour la Pride. Pour la Pride, à chaque fois qu'il y a un autre influenceur que je connais très bien qui avait posté un truc avec son mec, et pour la Pride, il avait aussi dit qu'il avait perdu 1000 abonnés, quoi. Donc je pense que c'est prouvé, et je sais pas, en fait, je peux pas l'expliquer. Après, c'est pas si grave que ça. Non, c'est pas, ça fait un tri naturel. Ça fait un tri naturel, ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette histoire avec ce chauffeur Uber qui a fait beaucoup de bruit, parce que tu parlais d'exemplarité, d'être aussi inspirant pour la communauté gay, de porter aussi des messages. Tu peux nous raconter un peu ce qui s'était passé? Ouais, c'est une histoire qui date, ça date de... J'ai même plus la date, je pense que ça doit faire plus de 10 ans.
C'était simplement un chauffeur qui était frustré et en fait, je pense qu'il avait... Ça devait être comment on dit une récidive. Ouais. Et en fait... Parce que j'étais avec ton mec dans un Uber, c'est ça? On était 3, on sortait de boîte, on était 3 avec mon mec, et puis et en fait, du coup, il y avait plein de ces gens-là homosexuels devant la boîte et ça se voyait parce qu'on était déguisés, voilà. Et le mec vient nous chercher, il nous demande est-ce que c'est une boîte gay? Et on dit bah oui, c'est une boîte gay. Et le mec est parti, il dit non, je prends pas les pédales. Voilà. Donc, Ardos. Donc cette histoire a fait énormément de bruit, encore toi, plus. Du coup, t'en as parlé sur ton compte Insta. J'en ai parlé sur Insta, sur Twitter, et le lendemain, mon téléphone, je me suis réveillé à 14h, hangover, gueule de bois. Mon téléphone avec un millier de messages, Le Figaro, Le Parisien, etc., qui voulaient m'interviewer. C'est aussi ça la force des réseaux sociaux. Ça te permet de mettre en avant une histoire qui peut arriver à n'importe qui et ça va passer complètement inaperçu. Qui arrive quasiment tous les jours, je pense. Qui arrive tous les jours, pour sûr. L'homophobie, elle est là tout le temps, quoi. Mais voilà, quelque part, le mettre dans la lumière et ça sert... C'est dommage, c'est tombé sur ce monsieur-là qui avait peut-être l'habitude de le faire, mais ça sert d'exemple pour les autres qui, peut-être, ne se comporteront pas de la même façon avec d'autres personnes. Quoi, il y a eu des suites, non? T'avais porté plainte? On a porté plainte, on a eu une confrontation, c'était horrible. Ah oui, horrible, parce qu'il fallait qu'on reconnaisse la personne alors qu'on l'avait presque pas vu. Le mec, il était dans le volant, mais on avait noté la plaque. Et en fait, le mec était arrivé en mode très fier avec son mytho, soi-disant qu'on avait essayé de le draguer, n'importe quoi, alors qu'on n'était même pas rentré dans la voiture, en fait. Okay. On s'était même pas assis dans la voiture. Donc ouais, assez chaud quand même. Et comment ça s'est terminé? Ça s'est terminé. T'as le droit d'en parler, hein, bien sûr. Non, mais ça s'est terminé qu'il fallait qu'on aille plus loin, mais sauf que ça demandait avocat, impliquer des fonds, payer des avocats, tout ça. Et... Tu sais, à minima, si Uber l'a suspendu? Je pense, oui. C'est ce qu'ils ont dit. J'ai l'impression qu'ils sont assez vigilants sur ces sujets-là. C'est ce qu'ils ont dit. Pas autant qu'on aimerait à chaque fois, mais... Ouais. Après, des histoires comme ça arrive aussi avec les filles qui se font draguer, les filles qui se... tiens, je vais t'amener quelque part. Voilà, c'est chaud, quoi, ce qui se passe. Donc, puis surtout, tu prends un taxi pour être... un VTC pour être safe, tu vois, pour éviter le métro, pour éviter de te faire emmerder. Donc, si... la personne qui te conduit chez toi t'emmerde, c'est pas cool, quoi. D'ailleurs, de plus en plus, je sais pas comment ça se passe à Barcelone, mais il n'y a plus Uber à Barcelone, d'ailleurs, hein, il me semble. Ouais. Non. Ça fait un petit moment. Mais je sais qu'à Paris, il y a un retour en force quand même des taxis. Beaucoup de personnes que je connais ne prennent plus de VTC. Parce que trop d'histoires, trop d'embrouilles. Parfois, tu as un chauffeur qui arrive et c'est pas forcément celui qui est dans l'appli. Après, les deux se valent. Pour moi, les deux se valent. Je travaillais en boîte quand j'étais jeune et je rentrais souvent en taxi après la boîte. Et bien souvent, je supportais pas parce que soit le mec me faisait faire un détour parce qu'il voyait qu'il pensait que je sortais de boîte. Alors que je sortais juste du boulot, quoi. J'étais crevé. Et il me ramenait en banlieue, il me prenait des détours pas possibles et tout. Donc, tu vois, il y a aussi... ils sont pas tous malhonnêtes. Non, mais ça, c'est un classique. C'est plutôt de la malhonnêteté. Mais là, je parle vraiment d'insécurité, d'agression et de choses comme ça. Bon, il y a quand même moins d'histoires dans les taxis traditionnels, j'ai l'impression. Peut-être. Bon, c'est pas le sujet de ce podcast. Il y a une question que je voulais te poser. Donc, toi, tu es influenceur lifestyle. Tu as un peu plus de 100 000 abonnés, ce qui est quand même une belle communauté. Malgré tout, on n'a pas en France, ou très peu en France, et peut-être en Espagne, tu pourras nous dire, mais d'influenceurs qui sont de la taille de Léna Situation, par exemple. Tu vois, des grosses influenceuses lifestyle comme ça, qui ont plusieurs millions d'abonnés sur Insta. Comment t'expliques que parmi les influenceurs masculins, on n'arrive pas à avoir des Léna Situation, des Julien Situation, par exemple? Je pense que déjà, l'audience, en fait, si tu veux, les mecs, en règle générale, sont pas sur Insta. Voilà. Les gens qui sont sur Insta, c'est surtout les nanas parce qu'elles cherchent des looks. Elles suivent des influenceuses parce qu'elles cherchent des looks. Donc, Léna, elle est suivie, je sais pas, peut-être à 70% par des nanas.
Donc elle cherche les bons plans, des idées cadeaux, parce que c'est la femme qui achète pour la maison, des idées cadeaux, des trucs, des machins, voilà. Après, je l'explique pas, mais je pense que les mecs sont moins suivis, ou s'ils sont suivis, c'est par des nanas. Mais du coup, comme on a moins, on poste moins de... Enfin, je sais pas l'expliquer. Parce que bon, les mecs ont aussi autant de passion que les nanas. Après, peut-être c'est vrai qu'une manière différente de consommer, à la fois du média, il y a des conseils, etc. Mais je sais pas s'il y a... Alors, il y a peut-être plus de femmes actives sur la plateforme Instagram que d'hommes. Il y a quand même beaucoup d'hommes, tu vois, qui ont des comptes Instagram. Tous mes potes ont des comptes Instagram. Après, oui, mais peut-être parce que je vis à Paris et que je suis je suis un cliché de... Ils suivent des youtubeurs, des joueurs de foot, des sportifs. Ils en ont rien à faire de suivre Julien Léopasque qui poste sa morning routine tous les matins avec son petit café et son chat, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc, mais il pourrait... Ouais, je comprends, mais on pourrait aussi se dire qu'on est en 2023 et que les mentalités changent et que... Je pense que c'est le cas, mais aujourd'hui, Instagram aussi, on arrive un peu en bout de course. J'ai l'impression que ça s'essouffle. Ouais, ça s'essouffle. Pourquoi tu dirais que ça s'essouffle ? Les followers augmentent plus. Y compris sur les comptes féminins ? Écoute, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de gens maintenant qui percent. Je pense que tout est passé sur TikTok, sur les autres réseaux sociaux. Et puis surtout, les gens en ont assez des influenceurs. Je pense qu'ils ont fait le tour. Je pense que c'est le point en fait dans tout ça. C'est qu'ils ont déjà trop vu, on leur a trop vendu des trucs. Et quand je dis on et trop vendu, c'est qu'ils ont déjà tout vu, donc je pense qu'ils sont fatigués en fait de ce lifestyle. Ils sont plus à la recherche peut-être de sportifs, de mannequins, de gens qui les font rire, de recettes, de tips. Tu vois, j'ai vu un compte, je sais plus comment il s'appelle, mais ils font des vidéos. Ah tiens, t'as vu voilà comment tu fais pour égoutter tes pâtes, ou j'ai un peu... Ça cartonne ça, des life hacks. Tu l'as vu ou pas? Alors j'ai pas vu ce compte-là, mais je sais que... Quand tu te relèves trop vite, t'as la tête qui tourne, faut contracter tes abdos. Ouais. Voilà. Et puis, c'est des contenus pratiques. Voilà. Astuces. Donc, voilà, astuces. Et ce genre de compte, je pense que ça... Voilà. Ou les comptes DIY, ou les comptes... Moi j'adore les comptes recettes. Ouais. Woogies, tu le suis? Qui ça? Faut que tu suives Woogies, il est trop bon. Ah ouais? Moi je te l'enverrai. Combien de recettes t'as fait de lui? Aucune. Non, je pense que j'en ai fait une, je pense. D'accord. Ouais, j'en ai fait une. Et j'ai reçu dans mon dernier épisode Alexandre Calvez, qui est un gros youtubeur, qui a 1,2 million d'abonnés sur YouTube. Et lui, c'est son truc justement. Il teste les recettes qu'il voit passer sur Internet. Et il y a un chiffre qui m'a absolument choqué. 50%, je l'ai vu. Tu l'as vu? Ouais. 50% des recettes sont immangeables. Ouais. Donc voilà. Ouais. Moi, je fais des recettes qui sont mangeables. Et super healthy, toi, non? Ouais, plutôt vegan parce que je mange pas de lactose ni d'œuf, donc du coup assez vegan et healthy. Mais ouais. Mais pour revenir à ce que tu disais, je suis assez d'accord. Je pense qu'on est un peu arrivé au bout de ces comptes absolument parfaits avec la photo posée, avec les produits avec la super belle lumière, la fausse pose lascive sur le lit. Avec les abdos bien contractés. Ouais, voilà, ça c'est vrai que je pense qu'on arrive un peu au bout de ce truc-là. Il y a peut-être d'autres types d'influences qui vont se développer. Je pense que l'humour, la comédie, tous les gens qui ont des talents. Je regardais la dernière fois une nana qui danse sous l'eau. J'ai adoré, j'ai vu ça. Elle danse sous l'eau avec des talons et tout, elle fait des chorés sous l'eau en apnée, trop cool. J'ai vu un nouveau sport aussi, je suis un compte d'un nouveau sport, genre c'est du rugby, mais sous l'eau et avec une espèce de petite fusée. Ah ouais? Ouais, incroyable. J'ai pas vu ça. Incroyable, je t'enverrai le compte, je me suis mis à les suivre, trop bien, j'aime trop. Mon péché mignon, c'est aussi les comptes bricolage, j'adore. Ah ouais, c'est tellement satisfaisant. J'ai reçu Stéphane Aria, qui est un mec super, qui a un gros compte TikTok aussi. Et en fait, il montre les travaux qu'il fait chez les gens chez qui il intervient. Et c'est hyper satisfaisant, comme tu dis, tu pars de rien et tu montes tout un
dressing mais ultra compliqué avec toutes les découpes et les machins. Et puis il a un vrai talent pour monter ses vidéos. Je t'enverrai son compte, c'est très très cool. Il y a un truc aussi, Ikea, je sais plus comment ça s'appelle, mais Ikea Hack. En fait, tu transformes l'utilité première d'un meuble Ikea, tu le transformes en autre chose. J'adore. Ok. Attends, on va se partager plein de comptes après ça. Trop bien, j'ai trop hâte. TikTok, donc tu y es aussi, 35 000 abonnés. Comment tu gères TikTok ? Tu postes les mêmes choses que sur ton Insta ou tu fais des choses différentes ? Comment tu es organisé ? TikTok, c'est très teen, teenager. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire teen. Adolescent. Adolescent, ouais. C'est très dans le... tu vas regarder la caméra, tu essaies de séduire un peu la caméra et tout, et moi ça me fatigue un peu. Mes vidéos qui cartonnent, c'est les vidéos où je fais la belle, quoi. Donc, une vidéo qui m'a j'ai halluciné. C'est quoi une vidéo où tu fais la belle ? Genre, je sais pas si t'as vu ce passage d'une des nanas de Blackpink qui fait « Coachella, are you ready for the night ?» Et puis en fait, du coup, il y a un filtre qui est sorti avec le micro comme Britney Spears. Ouais. Et du coup, là, je saute, je fais ça et la vidéo, elle a fait, je sais pas, 250 000 vues. Ouais. Mais j'hallucine en fait, c'est une vidéo inutile. Donc... ouais, TikTok, c'est une autre audience, je pense. Mais je pense aussi toujours une audience gay. Mais ils ont un algorithme assez bien foutu aussi. Mais, tu crois à la pérennité de TikTok ? Je sais pas, on entend un peu partout que l'app est interdite dans certains États, interdite chez nos élus ici en France. Il y a quand même pas mal de soupçons. Alors je veux pas lancer de fausses rumeurs, évidemment, rien n'est avéré pour l'instant, mais il y a quand même des signaux comme ça qui sont assez importants, je trouve. Il parle de quoi ? Je suis pas au courant du tout, d'espionnage. Tu sais, d'ingérence de l'État chinois dans les datas, etc. Et surtout dans l'algorithme de TikTok, parce qu'un État qui contrôle l'algorithme de TikTok pourrait, de manière indirecte, contrôler les pensées, les opinions, installer un sentiment d'insécurité, tu vois. Mais tu sais, moi, à chaque fois que j'ouvre TikTok, j'ai l'impression d'être abruti. Parce que tu sais, j'ouvre TikTok soit pour regarder quelque chose, checker ton compte, reprendre une idée, ou tu sais, j'y vais, et en fait, je tombe sur le feed, et clac. Ah bah, bien sûr. Et en fait, j'y passe 25 minutes. Et j'ai l'impression qu'on nous abrutit, mais vraiment. Et aussi bien sur Insta aussi. Mais sur Insta aussi, c'est ce que j'allais dire. Moi, Insta, c'est la même chose. Quand tu ouvres les Reels, là, que tu commences à swiper vers le haut. Voilà. Et c'est toujours très très bien targeté, en fait. Bien sûr. C'est ça le truc. Et du coup, tu manges du contenu toute la journée. Et puis tu kiffes. C'est ça la vraie drogue. Ouais, mais l'histoire, c'est... Est-ce que tu as envie de passer 45 minutes sur ton téléphone à perdre ton temps, quoi ? Bah non. C'est ça le truc. Non, c'est personne. Mais c'est tellement satisfaisant. Je te conseille, je sais pas si tu connais Léo Duff, qui est un YouTuber tech, qui fait des vidéos vraiment très très bonne qualité, très très bonne qualité, pardon. Et il a fait une vidéo là-dessus sur notre addiction aux algos de TikTok. Sa vidéo a cartonné d'ailleurs. Et elle s'explique très très bien comment ça fonctionne. Pareil, je t'enverrai le lien. C'est abusé. Non mais ils font ça très très bien en tout cas. Et moi je regardais là mon temps d'écran. Tu es à 65 heures par semaine. Ouais. 65 heures, ça fait plus de 3 jours. Bon, toi tu peux dire aussi que tu es créateur de contenu, donc tu baignes là-dedans, donc il y a aussi un aspect pro. Mais, voilà. Mais ça fait flipper quand même. J'ai passé 3 jours sur la semaine, 3 jours, 24 heures sur 24, enfin 3 jours greffés à mon téléphone. Et après je me demande pourquoi il surchauffe. Comment t'es organisé, Julien, sur la prod, je sais pas, déjà à partir de l'idée jusqu'à la mise en ligne, comment ça se passe ? C'est quoi ton workflow ? Ça dépend du projet, ça dépend ce qu'on me propose. Aujourd'hui, je fais moins de création de contenu. Je suis moins en demande, on va dire, de création de contenu. Comment je m'organise ? Généralement, il y a un brief qui est envoyé par la marque qui souhaite promouvoir un produit. On s'accorde sur les conditions, la date de publication, sur qu'est-ce qu'ils souhaitent. Est-ce qu'ils souhaitent plus une visibilité en story, en réel ? Ça peut être aussi de la création de contenu juste pour eux, qui ne sera pas posté. Ce que je fais aussi, il y a maintenant 50% de mon taf qui est de la création de contenu qui n'est jamais posté sur Instagram. Et on te voit, toi, ou tu fais de la marque blanche pour les marques ? Ça dépend. Soit on me voit moi, je vois mon image, soit on voit mes mains. Là, je suis en train de travailler avec une marque de café où il faut qu'on me voit un tout petit peu, mais pas trop.
Donc je leur soumets la vidéo, ils ajustent, voilà, il faut ajuster ça, on aimerait plus un focus. Là, on voit trop la machine c'est pas la même marque, donc il faut que tu recadres. Donc voilà, ils font appel aussi à des créateurs de contenu pour pouvoir faire des créations en marque blanche. Et puis ça dépend. Là aujourd'hui, moi je vis tout seul et puis j'ai plus personne avec moi, mais à l'époque j'avais des gens pour m'assister. Donc soit je travaillais avec des copains photographes quand c'était des grosses productions. Parfois la marque te permet d'avoir une équipe directement avec toi. Donc tout est déjà organisé. Il y a maquilleur, coiffeur, tout déjà sur le set. Ça, c'est de plus en plus courant et c'est de plus en plus fréquent. Surtout quand t'es un gros... Moi, je suis pas un gros influenceur, mais quand il y a des gros influenceurs, souvent, c'est... par exemple, pour L'Oréal ou ce genre de truc, ils arrivent avec une équipe, un set, un réalisateur, un photographe, tout ça. Donc, ça dépend réellement du projet et du budget de la marque. Mais quand c'est vraiment pour ton compte, les vidéos que tu fais pour toi, vraiment... Est-ce que tu as un listing d'idées, même si tu en fais de moins en moins J'ai toujours plein d'idées. Tu les mets dans un document J'aime bien savoir ça, tu vois, aller dans le détail. Je mets dans mes notes iPhone. Je mets dans mes notes iPhone. Tu as un petit listing d'idées de vidéos à produire. Et j'enregistre aussi des vidéos que je vois passer sur Insta. Et puis un jour, ça me prend comme une envie d'aller presser. et je me lève et je me motive. Après, comment je shoot, la motivation est moins là quand je suis tout seul que quand je suis avec quelqu'un. Parce que moi, je suis un peu feignant quand même. Mais j'aime bien quand les autres font à ma place. Mais tu as juste besoin de ton téléphone et d'un trépied, de l'idée et un tout petit peu de motivation. Et après, je fais ce que j'aime. Donc, et tu montes avec quoi ? Je monte avec un logiciel sur mon téléphone. CapCut, ouais. CapCut, classique. Génial. Franchement, je suis passé sur CapCut récemment. J'avais du mal à transitionner entre mon logiciel que j'utilise. C'était quoi que tu utilisais avant ? Splice. Ok. Appli iPhone aussi ? Ouais, appli iPhone. J'ai eu du mal à lâcher en fait parce que j'avais mes petites habitudes, je savais où se trouvaient tous les boutons et j'allais hyper vite. Et en fait, de passer de cette app à l'autre, tu sais, il y a une période d'adaptation, tu perds du temps, tu cherches les options, tu sais pas comment faire, ton doigt il repla, ça efface tout, enfin voilà. Donc, mais CapCut est beaucoup plus performant, tu peux faire des intégrations. En fait, j'ai commencé à l'utiliser quand j'ai eu besoin de faire des intégrations, tu sais, sur fond vert. D'accord. Donc sur fond vert, qui n'est vraiment pas en fond vert en fait au final, j'ai pris un pull à moi qui est vert un peu, tu sais, couleur que j'ai mis sur la table. Cette vidéo, faudrait que je te la montre. Et juste un pull, ça suffit. Ouais. Ça te fait un fond. Cette vidéo est hallucinante. Tu veux que je te la montre ? Vas-y. Attends le temps que je la trouve. Et cette vidéo est hallucinante. Mais attends, je comprends pas comment tu peux faire un fond vert avec un pull. Attends, tu vas comprendre tout de suite. C'est très... Faut expliquer aussi aux personnes qui nous écoutent, qui nous voient pas forcément. Ah ouais, ok. Tu vois ? Par chance, t'avais un pull... Ouais. Je montre ou pas, non ? Je sais pas si vous voyez. Et donc toi, tu te mets devant, tu mets ta tronche devant le pull. Non, là c'était pour faire une intégration d'une tasse en fait, sur la vidéo. Donc j'avais déjà shooté la vidéo et la marque m'avait demandé une modification. Et du coup, tu voyais la main bondir avec la tasse. Et donc du coup, t'avais la vidéo, la tasse et voilà. Malinx le lynx. Ouais. Donc, du coup, c'est à ce moment-là où je suis passé sur CapCut. Et c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte que le logiciel était bien plus performant. Et voilà. Donc, si vous avez besoin d'un logiciel de montage, CapCut, c'est très très bien. Et cet épisode n'est pas sponsorisé par Et ce n'est CapCut. pas sponsorisé, mais si vous voulez me sponsoriser, CapCut, avec plaisir. En même temps, tous les créateurs de contenu qui passent à mon micro et qui font de la vidéo me parlent de CapCut. Ils ont un budget énorme marketing. Déjà, mais je crois que l'outil déjà en lui-même est bon, quoi. L'outil est incroyable. Ouais. Tu peux faire énormément de choses. Et tu peux faire du follow de visage, enfin c'est génial. Moi je réédite mes vidéos genre quand je fais de la danse ou des trucs comme ça. Le track visage est incroyable, ça te rend ta vidéo beaucoup plus dynamique, beaucoup plus incroyable. Et puis je pense qu'ils ont un budget quand même énorme aussi derrière tout ça, parce qu'ils sont en contrat avec TikTok, il me semble.
Tout à fait. Ouais, il y a une intégration très poussée de TikTok. Dès que tu édites une vidéo avec CapCut et que tu l'intègres à TikTok, ça le détecte que ça a été fait avec CapCut et ça met un message en dessous. Ouais, pas con. On parle un peu peut-être d'argent, ce qui va nous amener vers ton activité aussi d'entrepreneur. Est-ce que, avant que tu te lances dans ce business des bougies, ce que tu générais comme revenu en tant que créateur de contenu, ça te suffisait pour vivre? Bien sûr, mais la question c'est est-ce qu'on en a assez? C'est ça le truc. C'est que je pense que l'être humain, ça dépend de la personnalité des gens, mais je pense qu'un humain, il veut toujours, un humain un peu ambitieux, il en veut toujours plus. Donc oui, ça me suffisait pour mon train de vie de l'époque. Donc payer ton loyer, ta bouffe, tes déplacements. Ouais, mais je gagnais très bien ma vie. C'est juste qu'à un moment, j'ai réalisé que Instagram, j'ai réalisé ça à un moment où c'était un peu la merde. Au niveau des contrats, et surtout on m'avait fait une crasse, on m'avait envoyé sur mes emails, je sais pas comment ils avaient fait ça, mais sur mon email pro de management, ils m'avaient plombé ma boîte email à recevoir que des spams, mais des milliers de spams qui arrivent un virus quoi, tu vois. Des milliers de spams qui arrivent au même moment. On m'avait envoyé des faux followers aussi, donc genre ça c'est pas d'autres influenceurs jaloux qui ont fait ça? J'ai ma petite idée, mais voilà, j'ai jamais... Enfin voilà, donc c'était un moment un peu compliqué à ce moment-là, et tu te dis que, ok, ma source de revenus ne tient pas à grand-chose en fait au final. Un réseau social qui peut disparaître du jour au lendemain. Tu vois aussi les gens à droite à gauche se faire pirater leur compte, perdre leur compte parce que nudité ou ce genre de trucs. Et au final, tu te dis ouais, ça tient pas à grand-chose. Donc j'avais déjà dans ce coin de ma tête de lancer un business à côté. J'avais déjà réfléchi à des centaines et des centaines de choses. Je voulais lancer une marque de t-shirt, etc. C'était trop compliqué la gestion parce que du coup, pas de production en France, fallait faire venir ça. Il y avait des quantités minimum, fallait injecter de la thune. Enfin voilà, il y avait beaucoup trop d'intermédiaires et beaucoup trop d'investissements à mettre sur la table dès le départ. Et puis je suis tombé sur ce business de bougies que j'ai repris. Et voilà, et l'avantage de ce business de bougies, c'est que je pouvais fabriquer tout seul, de chez moi, dans ma cuisine. Et c'est ce qui m'a fait aussi toute la notoriété de la marque et quelque part le marketing d'Aupark. C'est que c'était Juju Léopas qui fabriquait dans sa cuisine ses bougies. Donc cette marque de bougies, c'est Aupark, O-P-A-A-R-K, c'est ça? Ça fait depuis combien de temps maintenant que tu gères cette marque? Depuis 2018. 2018, donc ça va faire 5 ans. C'est vraiment très chouette, super marque de bougies. Puis moi je ne peux être que d'accord avec toi quand tu dis que monter tout un business qui soit uniquement dépendant du bon vouloir d'une plateforme ou d'un algorithme, c'est hyper risqué. Et donc diversifier ses revenus, c'est clé quand on est créateur de contenu. Et donc voilà. Et donc cette activité, c'est marrant parce que du coup tu as mis à ton profit, au profit de ta boîte, ton influence, et tu cochais un peu toutes les cases quoi. Ouais. En fait, tu vois les clés que j'ai appris par moi-même avec l'influence, parce que l'influence, ça te demande aussi d'être patron d'entreprise, de gérer des factures, négocier des contrats. Ça a été ça, cette transition? De quoi? Vers ça, vers l'entrepreneuriat. Oui, mais il n'y a pas de... Mais c'est vrai que tu le faisais déjà. C'est l'école de la vie. Oui, je le faisais déjà, mais moins. Mais je veux dire, tu t'apprends en fait sur le tas, donc tu sais pas faire. Donc en fait, j'avais déjà ces clés-là grâce à l'influence. Et la transition vers ce nouveau bébé a été encore plus facile parce que j'avais les clés pour négocier. Parce que tu négocies des quantités, tu négocies... les gens abusent en fait, les gens qui achètent des bougies, je parle de revendeurs ou ce genre de choses, ils abusent, ils tirent vraiment au plus bas possible, etc. Donc il y a des techniques, un tout petit peu pas de manipulation, je vais pas te dire ça, mais en mode non. Ouais, négo, mais tu vois, faut pousser le truc quand même parfois. Parfois, faut vraiment dire non, c'est pas possible, allez, au revoir, on va bosser avec un de vos concurrents, tu vois. Et au final, il revient dans 2 jours plus tard. Donc voilà. Tu as eu à faire appel à d'autres influenceurs pour faire connaître cette marque. Ouais. Comment ça s'est passé du coup? Ça s'est fait de façon très très smooth et très à ma plus grande surprise.
Je recevais même des messages de copines qui me disaient « Ah, trop bien, envoie-moi des bougies, je te ferai une petite story, ça me fait trop plaisir, c'est incroyable ce que tu fais. » Gratos. Ouais. Ouais. Sympa. Très très cool. Il y a eu une très belle visibilité en fait au début pour la marque. Je pense que c'est ce qui a fait le succès au tout début, au relancement. Parce que là, tu as traversé quand même le Covid avec cette marque. Comment mais ça a été un plus pour nous, parce que les gens étaient à la maison. Donc du coup, leur budget restaurant, cinéma, vacances, ils allaient dans tout ce qui était autour d'eux. Donc canapé, ustensiles de cuisine, recettes, tout ça. Et bougies aussi. Donc très content. Donc on s'est bien développé pendant le Covid. Et ça m'a permis de transitionner vers quelque chose de plus gros, ouvrir un premier atelier, et ensuite un deuxième. Et voilà, je suis très content. Je l'ai dit en introduction, la marque est distribuée dans pas mal de points de vente parisiens, et certains assez prestigieux comme Merci, le BHV. Comment tu fais, comment tu as fait pour mettre un pied dans ces enseignes ? C'est arrivé un peu tout seul en fait. J'ai l'impression que dès que tu en as un ou deux un peu prestigieux, il suffit simplement de soit ils te contactent, soit il suffit d'aller les... Alors c'était quel le premier ? Le premier c'était Merci. Ensuite on a eu Flux, on avait Altermundi, le drugstore parisien. Donc là t'es Julien, t'as des bougies, tu débarques chez Merci, comment ça se passe ? Merci, je l'ai fait un peu. La petite histoire, c'est que j'avais même pas encore repris la marque, que j'étais tellement excité du projet que j'étais allé voir Merci, un peu au culot, dans la boutique. J'avais dit, mais voilà, où est la personne qui achète ? Et il m'avait fait attendre dans les bureaux. J'avais rencontré l'acheteuse et je lui avais parlé des produits. Elle m'avait dit, revenez quand vous les avez. Trop sympa la meuf, mais vraiment, merci. et j'étais revenu avec les produits et elle avait dit, ça me rappelle mon enfance, parce on a une fragrance qui s'appelle Herbe Coupée. Donc ça sent l'herbe coupée, voilà. Le nom est bien choisi du coup. Bravo. Voilà, exactement. Et au final, voilà, on est rentré chez Merci. Et après, ça c'est... Tout simplement. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas et qui ne sont pas parisiens, Merci, c'est une boutique, une très très belle boutique, une grande boutique boulevard Beaumarchais, c'est Exactement. ça, où on trouve beaucoup d'objets de déco, des fringues, mais des marques quand même assez pointues, assez confidentielles, avec une sélection très ambitieuse, on va dire. C'est ça. Et en fait, il y a tout un tas d'acheteurs qui vont chez Merci pour pouvoir repérer les nouvelles tendances, dénicher les nouveaux produits. J'avais été contacté par une grosse marque, une très très grosse marque à 2 lettres, avec un petit « et » entre les deux. Et M&M's. Voilà, c'est ça. et en fait, ils voulaient m'acheter, donc au tout début, 15 000 bougies. Donc moi, Juju, qui fabrique dans ma cuisine, donc avec mes petites mains, et qui a aucune thune pour pouvoir acheter plus de 100 bougies de matières premières pour plus de 100 bougies. Ça me tombe là-dessus et j'étais là genre en mode comment je fais. Ils voulaient implanter ça dans leur concept store en Suède. J'étais là genre en mode ça va pas être possible. Tu fais comme José Garcia dans La Vérité si je mens. Ouais, mais à ce moment-là 200 000. Ouais, voilà. Ouais. Mais à ce moment-là, j'avais pas le recul nécessaire et puis aussi le... Ouais, puis peut-être qu'en termes d'image, ça aurait pas été forcément le meilleur move. Ou peut-être que ça aurait fait exploser la marque. On ne sait pas. Puisque ça s'est pas fait. Mais il l'aurait distribué sous ta marque ou c'est sous la leur ? Ouais. Ok. Je pensais pas que cette fameuse enseigne avec 2 lettres et une esperluette entre les deux vendait des produits d'autres marques. Je pense qu'ils ont fait des tests. Je sais pas si ça arrive en France, mais ils ont fait des tests pour intégrer des marques en propre dans leur shop. En mode un peu concept store aussi, tu vois, pour attirer une nouvelle clientèle et peut-être premiumiser le truc. Je sais pas. Alors, donc tes bougies, on les trouve dans certaines boutiques en ligne. On a cité certaines boutiques en physique, on en a cité quelques-unes, en ligne aussi. Ouais. Donc je vous invite à aller voir, à les sentir. Où est-ce que tu as envie de l'emmener, cette marque ? Le plus loin possible. Après, aujourd'hui, on est un peu... aujourd'hui, moi, je me focus sur d'autres projets. La marque, elle tourne toute seule. C'est un peu rabat-joie ce que je vais te dire, mais si tu veux, la bougie, ça existe depuis des millénaires. On n'est pas sur un produit révolutionnaire et aujourd'hui, j'ai de nouvelles ambitions.
J'ai fait un énorme point sur ma vie. Là, ça fait plus d'1 an et demi que je travaille sur moi, sur mon mindset, sur comment concentrer mon énergie et où mettre mon énergie. Et ça fait un peu, voilà, on ouvre ses chakras, voilà. Mais en fait, si tu veux, cette boîte, elle me prend beaucoup d'énergie. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de la laisser tourner. De la laisser tourner comme ça, parce qu'elle tourne très très bien toute seule. J'ai des employés qui bossent et voilà, c'est très très bien, ça nourrit les bouches. Et me concentrer sur de nouveaux projets qui, à mon sens, sont plus ambitieux et peuvent faire plus d'argent, parce qu'aujourd'hui j'ai un peu plus de 30 ans. Et en fait, je pense que si t'as pas un budget comme... En fait, si tu veux, aujourd'hui, pour développer un projet, il faut avoir de l'argent. Pour faire de l'argent, il faut faire une levée de fonds. Et pour faire une levée de fonds, il faut avoir des investisseurs. Okay. Si t'as pas de thunes, si t'as pas 200, 300, 400 000 euros à injecter, bah, ta marque, elle stagne. Voilà. Oui, il y a un plafond de verre. C'est ça en fait le truc, si tu veux. Moi je pense qu'aujourd'hui j'ai atteint le maximum que je pouvais faire tout seul. J'ai essayé de m'associer aussi il y a quelques mois et ça n'a pas tant fonctionné que ça. Et ça a fait partie aussi de ma transition et de mon... Voilà, ça m'a fait mûrir et je me suis dit voilà, aujourd'hui je vais simplement laisser la marque tourner comme elle tourne. On garde les mêmes valeurs, la même qualité, c'est toujours aussi bien fabriqué avec soin, il n'y a rien qui change. Ce qu'il y a, c'est que mon énergie à moi, je vais la mettre ailleurs parce que je pense que j'ai besoin d'un nouveau projet et j'ai besoin... Ouais, c'est quand la concrétisation? Quand est-ce qu'on en saura plus sur ton nouveau projet? Bah, ça te met un petit planning, tu vois. Normalement, ça devrait voir le jour avant fin 2023, début 2024. Donc, ok. On verra. Là, pour l'instant, on est en train de voir pour les chiffres. Et hâte de voir. Voilà. Donc, j'ai très très hâte et on verra. Et c'est un projet qui est très ambitieux, qui va pouvoir être développé aussi bien au national que peut-être à l'international si on veut, qui est à mon sens beaucoup plus porteur qu'un produit. T'as le sens du teasing, hein? T'as le sens du teasing. Ouais, tu trouves? Bah oui, parce que tu parles d'un truc que nous on comprend pas, donc. Non. Non, mais tu vois ce que je veux dire. En fait, la bougie, je trouve que ça a des limites, en fait, quelque part, parce que à partir du moment où tout le monde en a acheté une, déjà faut trouver les gens qui vont l'acheter. Et je pense aussi que les gens aujourd'hui ont changé de mode de communication. Ils vont de consommation, pardon. Ils vont plus, surtout avec l'inflation, avec tout ce qui se passe en ce moment, ils font plus attention à leur budget. Et la bougie n'est pas un produit essentiel. Ouais. C'est pas un produit essentiel. Donc on a ressenti, et toutes les marques ont ressenti, parce que je parle aussi avec beaucoup de marques autour de moi, avec aussi des plateformes qui vendent des produits, que ce soit des crèmes, enfin tout. Il y a une énorme baisse de la consommation des produits. Les gens font très attention à comment ils dépensent leur argent. Ok, fine. Bah écoute, hâte d'être fin 2023, début 2024 pour voir un peu ce que tu vas nous sortir de ton chapeau. Très bien. Ouais. Si tu avais peut-être 3 conseils à donner à des personnes qui veulent se lancer dans l'influence en 2023, qu'est-ce que tu leur dirais? Qu'il faut simplement suivre ses rêves et simplement faire ce qui nous plaît. Ça, c'est un premier conseil. Le deuxième... Donc, associer cette activité à une passion qu'on a déjà. Ouais. Par exemple, si t'aimes faire la cuisine, fais de la cuisine, montre comment tu fais la cuisine. Si t'aimes faire du sport, montre-toi en train de faire de la corde à sauter. Si t'aimes faire du roller, montre-toi en train de faire du roller. Faut que ce soit, en fait, faut que tu transmettes ta passion quelque part. Tu vois, ça peut être aussi critique de film. Tu vois, par exemple, tu peux être influenceur critique de film si t'adores regarder des films. Il faut trouver un créneau et surtout, deuxième conseil, se différencier des autres. Parce que si tu fais exactement comme les autres, après moi, je n'ai pas de conseils à donner parce que je ne suis pas un top influenceur. Hein, donc, je donne ces conseils sans aucune prétention, mais je pense qu'il faut réussir à se différencier des autres. Parce que si tu ne te différencies pas, tu rentres dans la même cave et tu passes inaperçu. Après, Sois toi-même, les autres sont déjà pris. Je ne sais plus qui disait ça, mais c'était assez juste. Ouais, peut-être. J'ai jamais entendu, mais... Ah ouais? Ok, donc, voilà. Allez, un petit troisième. Un petit troisième. Dans ce que je perçois de ton parcours, il y a aussi un aspect
financier, c'est-à-dire, Bien sûr. Mais on n'a pas oublié que ça reste. Si tu veux faire une justement, activité. ne pas être motivé par ça. Ouais. Ça, c'est un des conseils parce qu'en fait, au début, quand j'ai commencé ça, oui, effectivement, j'étais motivé par l'argent et j'ai senti qu'il y avait pas mal d'argent à se faire. Mais si tu es motivé par l'argent, tu n'y arriveras pas parce que du coup, ça va driver ton comment tu vas négocier tes contrats, etc. Et c'est pas bon. Parce que moi, au début, quand je prenais 150 €, j'étais très, 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 très content. Et après 300 €, j'étais encore plus content. Et après, ça augmente. Et puis, ouais, pas laisser l'argent driver ton mindset. Ok, c'est noté. Merci pour ces 3 conseils, Voilà. Julien. J'ai fait du mieux que j'ai pu. Non, mais écoute, je partage avec toi ces 3 conseils. C'est des sujets qu'on évoque assez régulièrement dans Follow Me et qui reviennent assez souvent. Donc, c'est vraiment pas du tout original, Julien. C'est pas original. Mais en plus, j'y ai réfléchi et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire comme conseil ? Julien, merci beaucoup. On a passé 1 heure ensemble. T'as vu, ça passe vite. Ouais, ça passe vite. C'était hyper intéressant. Moi, ce que je retiens de ton parcours, c'est que c'est hyper important de se diversifier et de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est ce que tu as fait en reprenant cette marque de bougies que tu continues à faire. On va le voir dans les prochains mois. Ça, je suis complètement d'accord avec toi. Et puis avoir de l'ambition, quoi. Si t'en as pas, c'est pas grave. Non, mais si tu veux en faire ton activité principale... Si tu veux en faire ton activité, il faut surtout pas... ouais. faut surtout pas te décourager et baisser les bras tout de suite, quoi. Parce que j'en vois plein. Là, j'ai un copain qui veut se lancer sur YouTube. Je lui dis, fais pas ça, en fait. C'est quoi ta valeur ajoutée ? Oui, j'ai envie de montrer des vidéos de montage et des vidéos de photos. Je dis, ok, il y en a pas genre 1 million qui font déjà ça. Parce que C'est des compiles, c'est ça, des compilations Je sais même pas ce qu'il veut faire, il a acheté des cours, etc. Et en fait, le meilleur conseil que je pourrais lui donner, c'est oui, fais-le par passion, mais si ton but c'est de monétiser ça, parce que son but c'est de monétiser le truc tout de suite. Tu fais 2, 3, 4, 6 vidéos et tu te démotives parce que tu vois que ça fonctionne pas. Bah oui. Et c'est ça le problème. Mais est-ce qu'au contraire, vaut mieux pas le laisser faire, apprendre de ses erreurs et corriger Si, mais tu vois, quand t'es un peu dans le caca financièrement et que c'est ton projet principal, quand t'as du mal à joindre les deux bouts et à payer ton loyer et que c'est ton projet principal, tu vois, ton ami qui bosse un peu dans ce métier-là, un bon ami aurait tout intérêt à te dire justement de ne pas perdre ton temps et ton énergie. Tu vois, je te parlais d'énergie tout à l'heure. Tu vas mettre ton énergie pour prendre des cours, mettre ton énergie à publier des vidéos et au final, pour avoir 0 retour sur investissement ou peut-être même perdre de l'argent parce que tu as acheté du matos ou tu as acheté des logiciels. Ouais, c'est vrai. Donc, ok, bon, on va rester là-dessus. Ouais, on va rester là-dessus.